Je vais juste faire ma dernière intervention parce que, en fait, il y a bien sûr cet aspect économique qui est très important aussi pour les traducteurs et traductrices, mais le statut social est aussi important. On a besoin d'être respecté. Alors là, donc je travaille pour les mangas et je traduis aussi des romans du japonais en français avec les traducteurs français, et aussi je traduis des romans de français en japonais. Là, alors tout change, c'est-à-dire que on n'est pas mieux payé, on est toujours aussi mal payé que pour traduire les mangas, mais en fait, on lit au Japon, par exemple, on achète un livre, un roman, par le nom parfois de traducteur, parce qu'on sait qu'un traducteur est bien. Et là, en fait, être reconnu aussi, c'est de sentir la responsabilité. Du coup, bien sûr, les traducteurs font naturellement plus attention au travail qu'on fait. Donc, même si, en fait, c'est pas seulement le prix qu'on paye. Et là, la dernière chose que je voulais dire, c'est que donc justement, j'ai appris donc par le Twitter que vous avez fait, donc pour le travail de Saint-Onisa, justement, vous avez été en contact avec l'auteur, et donc le traducteur était en contact, et voilà, ou bien l'équipe pouvait poser la question. Donc, ce qui peut se passer dans la traduction littéraire quand l'auteur est vivant et qu'on a envie de... Et là, ça donne la confiance et du côté des traducteurs et du côté des auteurs et du côté des lecteurs, bien sûr. Et aussi, en fait, c'est pas toujours... Enfin, on n'a pas toujours besoin de poser des questions, parce que parfois on ne les a pas, mais de juste dire que c'est moi le traducteur, c'est moi qui m'occupe de votre œuvre. Et je trouve que cette façon-là que vous pratiquez est très importante. C'est d'autant plus important que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette assemblée qui ne parlent pas japonais, mais voilà, petit cours très accéléré de langue japonaise, très accéléré. En gros, le japonais, c'est une langue contextuelle. C'est-à-dire que, par exemple, en japonais, quelqu'un va vous dire « froid ». Et ça va être à vous de deviner si il veut dire qu'il fait froid, qu'il a froid, qu'il désigne une chose qui est froide. Donc voilà, c'est une langue grammaticalement qui est très minimaliste par rapport au français. Et donc des fois, on va avoir un personnage sur une page qui dit froid. Voilà. Et donc le traducteur, il est bien embêté. Et donc à partir de là, parfois, il n'y a pas de solution. Il faut demander à l'auteur qu'est-ce qu'il dit par froid. Et donc, quand l'auteur est bien luné ou quand l'éditeur japonais est, on va dire, compétent, il va poser la question à l'auteur va répondre, voilà, j'ai voulu par ce mot exprimer ceci ou cela, et c'est fort appréciable, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, parce que c'est très compliqué. Juste pour préciser ce que disait ma collègue, c'est qu'en fait, au Japon, ça c'est très rare, mais au Japon c'est un fait établi depuis très longtemps, sur la couverture d'un roman il y a le nom du traducteur. Par exemple, Da Vinci Code, vous avez le nom de l'auteur et au moins écrit aussi gros Monsieur Nakamura machin, et voilà. Et en général, quand il y a la pub du bouquin, vous avez le nom de l'auteur, le nom du traducteur avec entre parenthèses par le traducteur d'Harry Potter ou n'importe quoi. Donc le traducteur est très mis en avant au Japon, alors qu'en France, c'est la dernière page en général. Grégoire, c'est amusant ce que tu dis parce que ça m'est arrivé souvent de dire à des personnes qui travaillent dans le manga, si tu veux faire bien ton boulot de traducteur-adaptateur, il faut que tu acceptes et que tu comprennes l'importance que on ne va jamais attacher d'importance à toi, ça sera toujours le nom de l'autre. Si tu es capable d'accepter qu'on n'en a rien à foutre de toi, là, tu es susceptible de bien faire ton boulot. Alors qu'au Japon, c'est un peu le contraire. On va échanger nos cartes tout à l'heure. Je crois que cette histoire de confiance, c'est assez important. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué quand un des livres que j'ai traduits sort, souvent, bon, bien sûr, je suis à l'affût de savoir si on va en parler sur Internet, s'il va y avoir des commentaires, etc. Et je pense que vous avez tous lu ce genre de commentaires. Un lecteur qui, pour une raison ou une autre, n'a pas aimé ou n'a pas compris quelque chose,
ou peut-être même, en tout cas se pose une question, la réaction naturelle pour un lecteur, quand il sait qu'il lit un manga ou un roman ou quoi que ce soit traduit d'une langue étrangère, c'est il va d'abord douter du traducteur. Donc non seulement on est mal payé, mais en plus on est les premiers à prendre les coups. Bon, des fois c'est justifié, hein, et puis des fois ça l'est pas, mais en tout cas ça fait partie de notre travail d'une certaine façon, ça fait partie de notre statut d'être le punching ball du lecteur. Comment dire ça? Moi il me semble que pour résumer la qualité d'une traduction, il n'y a pas de qualité. Bon, il y a des qualités objectives, il y a des défauts objectifs, je veux dire, il y a des erreurs où il n'y en a pas, ou il y a des problèmes où il n'y en a pas. Mais on ne parle pas on n'a même pas l'utopie, ou on n'a même pas le rêve de faire une traduction parfaite, parce que la traduction parfaite, ce serait que le lecteur apprenne le japonais, il se débrouille tout seul. C'est vrai. Donc on ne parle pas d'une traduction parfaite. Ce qu'on voudrait espérer, c'est, comment dire, j'ai l'impression que quand l'œuvre vit, quand l'œuvre est vivante parmi les lecteurs, alors des erreurs ou des faiblesses ou des points questionnables sur la traduction n'ont pas d'importance. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est une œuvre qui vit? Alors, une œuvre qui vit, qui vend 100 000 exemplaires par volume, elle vit nécessairement, parce que ça veut dire qu'il y a un phénomène parmi les lecteurs qui font que, quel que soit, même s'il y avait des erreurs, le livre vit par lui-même, vit par son histoire, vit par son sujet, vit par son traitement, qui fait que la traduction ou des problèmes d'impression aussi, ou des problèmes de lettrage, ou des problèmes de papier sont secondaires, parce que même avec les défauts, on voudra la lire. Mais cette histoire-là, c'est toi qui as trop parlé, hein. C'est pas simplement un problème de volume de vente. Un livre peut vivre avec 1000 exemplaires aussi. C'est quand un lecteur, quand un certain nombre de lecteurs, même petit nombre de lecteurs, vibre, ou en tout cas a changé quelque chose dans sa vie à partir d'une lecture, alors la traduction perd de son importance, et d'une certaine façon, c'est l'œuvre qui a monté. Moins la traduction a d'importance, plus le contenu de l'œuvre en a. J'ai l'impression, il y a une balance comme ça. Et si la traduction a trop d'importance, souvent ça veut dire que le livre ne vit pas encore assez. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'était très poétique en tout cas. Je vous propose d'arrêter là, je suis vraiment désolé parce qu'on a un planning à respecter. Deux petites choses. On avait préparé un certain nombre d'interviews que l'on doit à Akata et à Dominique, qu'on n'a pas pu passer en entier, vous en avez vu une. Elles seront disponibles de toute façon sur le net, à disposition de tout le monde à voir, bien évidemment traduites et sous-titrées comme vous l'avez vu ici. J'ai une autre vidéo à vous montrer ici. Ce que je vous propose, c'est que je m'en aille comme un voleur avec Dominique derrière moi. Je vais faire un petit sprint, t'as intérêt à suivre, pour aller à Mangazi. Et bien évidemment, je tenais à remercier l'Assemblée ici présente. Merci beaucoup. Si vous désirez discuter avec nos invités, malheureusement, ça sera en dehors de la salle.